Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition de votre journal quotidien dont voici les principaux titres. La princesse Charlène en Géorgie aux côtés des jeunes joueurs et joueuses de rugby U16 qui sont actuellement en stage de préparation. Nous retrouverons sur place nos envoyés spéciaux. Valentin Vachereau confirme et sort vainqueur d'un nouveau duel avec son cousin Arthur Rinderknecht. Le tennisman monégasque file vers les huitièmes de finale du Masters de Paris-Bercy. Déjà des airs d'Halloween, un petit peu avant l'heure, des ateliers pour enfants étaient organisés aujourd'hui au New Moods. La foire attraction fait le plein sur le port en cette période de congé scolaire. Nous vous emmènerons de stand en manège. Les jeunes et l'orthographe, loin d'être une histoire d'amour, nous verrons pourquoi le niveau d'orthographe est en chute libre et comment y remédier avec notre invité Honoré Beislon, fondateur d'un organisme de formation en ligne pour réconcilier la jeunesse avec l'orthographe. Et puis découverte d'une discipline qui fait de plus en plus d'adeptes, le Jiu-Jitsu. Nous ouvrons donc ce journal avec la visite de la princesse Charlène en Géorgie. Elle a rejoint l'équipe nationale des moins de 16 ans de la Fédération monégasque de rugby, fédération qu'elle préside depuis plus d'1 an maintenant. Elle est venue soutenir ces jeunes joueurs et joueuses dans leur tournoi de préparation en vue de leur prochaine échéance à Dubaï. Émilie Rousseau, vous êtes sur place avec Hugo Comaza pour Monaco Info en Géorgie où le programme des U16 est dense. Oui, vous l'avez dit, c'est à plus de 3500 km de la principauté, non loin de la capitale Tbilissi, que les U16 de la Fédération monégasque de rugby ont choisi de poser leurs valises pour un stage de préparation. Après un entraînement intensif hier, ils ont fait leur entrée en compétition aujourd'hui et ont pu compter sur le soutien de son Altesse Sérénissime, la princesse Charlène. Au programme, 6 rencontres face à des équipes géorgiennes. Je vous parle avec la chair de poule parce que ça me rappelle des moments quand j'étais joueur. Et maintenant, je suis coach, ça me fait plaisir. C'est des moments qu'on ne peut pas vivre avec la famille. C'est des moments qu'on ne peut pas vivre avec les copains en dehors du rugby. L'opportunité est unique, mais pas inédite. Dans le cadre de sa politique de formation, la Fédération monégasque de rugby organise chaque année des stages à l'étranger. L'objectif ? Évoluer sportivement, mais aussi développer une cohésion d'équipe sur et en dehors du terrain. Je sens que je peux progresser grâce à ce stage, que ce soit le cardio, les passes, tout. C'est un bon moyen de progresser, on joue contre des belles équipes de Géorgie en plus. Il y a tout pour nous aider à progresser. Pendant une semaine, ce groupe de 16 joueurs et joueuses va vivre et s'entraîner ensemble, avec en point d'orgue un tournoi face à des équipes géorgiennes. L'occasion de se confronter à un autre style de rugby à 7 pour élever son niveau. Pour ces jeunes monégasques, c'est une immersion dans une autre culture du ballon ovale. C'est vrai qu'ils sont costauds, ils vont chercher le contact. Nous, on adore le duel. N'allez pas au contact parce qu'ils vont essayer de montrer leurs bras costauds, bam, ils vont essayer de gratter, ils vont essayer d'aller au rec. Dernière consigne de l'entraîneur avant le tournoi. Pour cette première journée, 2 équipes monégasques sont sur le terrain. 6 matchs au programme. Le coup d'envoi fictif de la rencontre face au club d'Amaranti est donné par la princesse Charlène. Elle assistera aux 2 des 4 victoires des U16 de la principauté lors de cette première journée. Écoutez, moi ce que j'ai ressenti les gars, c'est que vraiment on a senti une progression par rapport à tout ce que vous avez pu entendre en apprentissage depuis qu'on est là. Sachez qu'il y a encore demain, donc ça veut dire que tout ce que vous avez appris aujourd'hui, cette nuit, l'air de rien, inconsciemment, vous allez y penser. Et je pense que demain, on sera au top. Ouais. Au-delà de l'aspect sportif, ce stage revêt également un volet éducatif et citoyen. Les jeunes rugbymen ont bénéficié d'une formation aux premiers secours dispensée par la Croix-Rouge géorgienne en collaboration avec la Fondation Princesse Charlène de Monaco. Ça correspond réellement à un de nos 3 piliers. Qui est cet apprentissage de gestes de premier secours. Et puis on revient en fait en Géorgie puisque la fondation a déjà été présente il y a 5 ans. Et là, cette année, ça faisait du sens d'avoir des petits monégasques et des petits géorgiens, des adolescents,
qui se confondent et sur le terrain, mais qui apprennent aussi ensemble ces gestes de premier secours qui sont essentiels, et notamment dans la pratique de leur sport, ce qui est très très important et pour la Fondation et pour le rugby. Ce stage est un tournant pour cette équipe des U16 qui, dans quelques semaines, participera à un autre tournoi aux Émirats Arabes Unis. Un voyage que ces jeunes joueurs partageront avec leurs aînés des Monaco Impies et des Monaco Impies Développement. 2, 3, rouge! Des retrouvailles en famille au Masters de tennis de Paris-Bercy. Valentin Vachereau était opposé aujourd'hui à son cousin Arthur Rinderknech lors des 16e de finale. Moins d'un mois après leur finale à Shanghai, le tennisman monégasque s'est une nouvelle fois imposé. Nous rejoignons à Paris Christophe Pacaud qui a assisté à la rencontre. Et oui, ça continue encore et encore après un grand match de Valentin Vachereau face au cousin Arthur Rinderknech. Encore une fois, Valentin le meilleur. En 3 manches, cette fois 2h57 d'un combat intense ici à la Défense Arena à Paris. Premier set perdu au tie-break, 7-6 et ensuite ça a déroulé, ou presque 6-3, 6-4. Et là, c'est Valentin qui raconte cette incroyable journée. Ouais, quel match. Très gros match. Belle bataille tennistique, physique, mentale, tout. Comme les longs matchs. Évidemment, très très heureux d'avoir la victoire et d'avoir pu donner un énorme show à tout le public. Un premier set incroyable. Quand on voit le score s'afficher à un moment 9-9 au tie-break. Oui, un premier set incroyable. Mais encore, le premier set, c'est celui où le niveau de jeu, j'ai trouvé, de nous deux avait été le moins bon. Beaucoup de tension, voilà, évidemment, de se retrouver encore une fois. Mais tout s'est un peu lancé vraiment au 2e set, 3e set. On a commencé à mieux jouer, surtout moi. Et puis, grosse bataille jusqu'à la fin. Ça a déroulé après, quand même. C'est fort, hein. Ouais, déroulé. J'ai fait le break assez tôt dans les 2 sets, mais dans le 3e, ça a été plus dur. Il est bien revenu, il jouait très très bien, très agressif. Moi, j'avais perdu un peu l'ascendant des échanges à ce moment-là, je servais un peu moins bien, mais j'ai su bien retourner tout ça et breaker au meilleur des moments pour finir. Demain, attention, c'est un gaucher, non ? Ouais. Oui, c'est un gaucher. Cameron Norrie. Ouais, à ce niveau-là, de toute façon, tout le monde joue bien, que ce soit gaucher ou droitier, il n'y a pas de différence, mais pareil, essayer de continuer à faire le meilleur match. Valentin Vachereau qui va donc affronter désormais le 31e mondial, celui qui a sorti Carlos Alcaraz. C'est Cameron Norrie, c'est un gaucher, on l'a bien dit, il va falloir se méfier. Qu'en pense d'ailleurs de ce parcours son entraîneur, son demi-frère, Benjamin Balleret? Oui, c'était pas un match de très très haut niveau, surtout au début. Ils se connaissent tellement bien que il y avait un petit round d'observation. C'était un petit peu mieux par la suite du côté de Valentin. Il n'a pas très bien servi aujourd'hui, malheureusement, mais la confiance fait qu'il s'en sort avec une victoire, donc tant mieux pour nous. Il est bien en ce moment. On cherche tous ce déclic. Qu'est-ce qui a changé dans la vie de Valentin? Vous l'avez trouvé, ça y est, ce déclic? Alors pourquoi il a eu des clics, il y a plein de petites choses, ce serait trop long à expliquer là. Allez, un petit truc quand même, un secret. Tout simplement le travail déjà, et puis le puzzle qui se met en place, qui s'assemble au fur et à mesure. Ça c'est une première chose. Après là maintenant il surfe sur cette confiance, cette forme physique et mentale qu'il a en ce moment, et voilà, tout ce qu'il peut prendre, c'est bon. Pourvu que ça dure. Oui. La famille, toujours là, au grand complet, notamment papa et maman, Nadine et Joss. Famille comblée. Famille comblée quand même. Ouais, c'est super. On est là, hein. Il gagne, on est là, c'est sûr. On est venu, on reste. On est très fiers. C'est génial. Et de la personne qu'il est, parce que c'est quelqu'un de très humble, et ça, pour lui, c'est important. Valentin Vachereau demain donc en 8e de finale face à Cameron Norrie. Et on n'oublie pas, en double, le parcours du Gonis qui lui rêve d'un master, un tournoi des maîtres à Turin dans une dizaine de jours. Un départ du côté de la Roca Team. On a appris aujourd'hui que Nick Calathes quittait le club monégasque pour rejoindre le Partizan Belgrade, et ce, 1 an après son arrivée en principauté. Dans l'actualité en bref toujours, le ministre d'État a poursuivi aujourd'hui ses rencontres et échanges avec les institutions ou fondations de Monaco. Christophe Mirmand s'est rendu au siège de la Fondation Prince Albert II, où il a été accueilli par le vice-président et directeur général Olivier Venden, ainsi que toute l'équipe de la FPA2. Dans quelques jours, vendredi 31, les enfants, mais pas seulement d'ailleurs, tant les adultes se sont pris au jeu, ce sera la soirée d'Halloween, une fête
tendance où les personnages angoissants et les citrouilles notamment sont les vedettes. Et déjà, en principauté, les activités ou animations autour de ce thème se multiplient. Cet après-midi, des ateliers Halloween étaient organisés au New Moods. Sarah Inkari et Arnaud Humbert y ont pris part. Ce n'est pas un concert de musique live qui est programmé cet après-midi dans la salle feutrée du New Mood, mais une fête d'Halloween. 60 petits monstres âgés de 4 à 7 ans sont attendus. Bien sûr, il faut venir déguiser et pour ça, les idées ne manquent pas. On est toutes les 3 déguisées en pirates. Mercredi, en pirate, en tête de mort. Miraculous, Malfoy, en pompier, en araignée. Un petit diable. Même le directeur de l'établissement s'est prêté au jeu. Stéphane Le Bonneau n'a pas perdu son âme d'enfant, c'est lui qui a tout imaginé. On a voulu créer un nouvel événement dans le New Moods, qui est un lieu qui peut s'adapter parfaitement aux enfants, l'habitude de voir les adultes. Mais aujourd'hui, on a créé des ateliers créatifs pour les enfants autour de la thématique d'Halloween, avec tout un décor qui a été fait par Belcats Events à Monaco. Et on va proposer un spectacle de magie, premier spectacle de magie sur la scène du New Moods pour les tout petits. Et après, on aura la boum ce soir. Que serait une fête d'Halloween sans sucrerie? Un buffet est à disposition des participants qui vont et qui viennent entre les stands de maquillage et de coloriage. Rien n'a été laissé au hasard, même les parents sont séduits. Les décors, tout est réfléchi dans le moindre petit détail, tout est joli, tout est beau, tout est propre. Franchement, je le conseille et je reviendrai. Alors le rendez-vous est pris pour la fin d'année. Le dimanche 21 décembre, le Père Noël fera son apparition sous les projecteurs du New Moods. Le célèbre monsieur à la barbe blanche arrivera en traîneau. Comme aujourd'hui, la soirée sera réservée aux adolescents. Les réservations seront ouvertes dès la semaine prochaine sur le site de la SBM. Un conseil, ne tardez pas. Ici, en 3 jours, l'événement affiché complet. Le soir d'Halloween d'ailleurs, la foire attraction sur le port n'échappera pas au décor inspiré par cette fête. Le port est le grand lieu de passage de ces vacances scolaires où les manèges et stands ne désemplissent pas. Sarah Inkari et Hugo Comaza nous emmènent à la découverte des attractions 2025 avec toujours aussi de grands classiques. C'est le Focus Info de ce journal. C'est reparti les amis, on s'accroche bien, c'est reparti. 800 000, c'est le nombre de visiteurs enregistrés l'année dernière. La foire de Monaco attire toujours plus de monde, c'est plus que le village de Noël. Certains n'hésitent pas à faire de la route, comme cette famille venue d'Aix-en-Provence. On est allé voir le musée océanographique, et là ensuite on va voir les voitures du Prince Albert ensuite. Voilà. Et là on des manèges pour les enfants. Voilà, on profite. Est-ce qu'il y a des attractions où vous êtes passé, vous vous êtes dit oh là là, ça faut que je le fasse? Les pistolets là-bas. Je fais un pistolet, mais papa il veut pas. Mais je pense qu'ils vont gagner. La pêche au canard, c'est un incontournable. Inconditionnel même je dirais, ça fait des années et des années que ça dure et on espère que ça va durer encore des années. Vous avez eu du monde déjà, je vois que vous n'arrêtez pas depuis tout à l'heure. On m'arrache mais on a le beau temps, alors oui ça commence à bouger pas mal, oui. Vous êtes venu avec qui? Papy. Et là vous faites quoi exactement? C'est pas la pêche au canard? On a fait la pêche aux tortilles. On a fait 2 tours. Parce que assis c'est déjà pas facile. Alors la cage là c'est le top, non? Oui ou non Maran? Oui. C'était très bien. Et par contre ça m'a un peu donné la tête qui tourne. Cette année, la mairie a repensé l'organisation des stands. Ceux à sensations fortes sont placés sur la Dare Sud et les autres sur la partie supérieure du quai Albert Ier. Et chaque espace, bien sûr, comporte son lot de nouveautés. Nous avons le gyroscope, c'est une sorte de boule en métal, petite structure qui vous mélange, vous fait retourner la tête dans tous les sens. Donc nous avons, et nous sommes au pied du Caraïbe Show qui est donc sur la partie du haut, au milieu de la foire. Et il y a également un manège de Disney, donc pour les tout petits. Et bon, ce n'est pas un manège, mais il y a un nouveau chalet de bouche qui est un restaurant thaï, disons un fast-food thaï qui est donc à l'entrée de la foire. Parce qu'on y vient aussi pour se régaler. Et là, il y a la team salée et la team sucrée. Toujours avec les churros. Nutella ? Nutella, forcément.
Soyez prêts pour Halloween, venez déguisés, mais présentez-vous sans armes factices, elles pourraient vous être confisquées à l'entrée. Vous avez jusqu'au 19 novembre pour profiter de l'ambiance unique de la foire et tester les nouveaux manèges. Pour certains, attention, il faut avoir le cœur bien accroché pour ne pas finir en pleurs. Nous, on se contentera du lancer de cerceau. Oui! Est-ce qu'on peut l'applaudir? Les happy hours ont repris tout au long de la saison. Certains musiciens de l'OPMC peuvent s'exprimer en petite formation avec un répertoire différent du répertoire symphonique. Et c'était le cas hier avec 2 quintettes à cordes, l'un de Boccherini, l'autre de Schubert. C'est un reportage de José Sacré et Camille Caloni. Ilionce et Morgane Bodino violon, Thomas Bouzy alto, Caroline Rouland et Thomas Duclois, violoncelle. 5 musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, réunis par Morgane Bodino pour un concert de musique de chambre le 28 octobre à l'Auditorium Régnier 3, le premier happy hour de la saison. Au programme, le quintet à cordes en do majeur de Boccherini et le quintet à cordes en do majeur de Schubert. J'avais très envie de jouer ce quintet pour 2 violoncelles de Schubert, qui est une œuvre majeure, en particulier pour cette formation, qui est une magnifique œuvre, et qui dure quand même 55 minutes, donc c'est quelque chose d'assez conséquent. Et c'était toutefois un tout petit peu court pour le programme, qui doit durer un peu plus d'1 heure en général, minimum 1 heure. Et donc je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas faire une œuvre un petit peu plus légère? Et je trouve que Boccherini se marie très bien avec Schubert parce qu'il y a un contraste énorme entre un auteur italien, en fait un compositeur italien qui est assez inspiré par l'opéra italien et par la commedia dell'arte, et Schubert qui est au contraire un compositeur très romantique et extrêmement sombre et intense par certains côtés. Parlez-moi du plaisir de faire de la musique de chambre par rapport à la musique symphonique. En musique de chambre, c'est un petit peu différent parce que nous sommes nos propres chefs d'orchestre en fait. Nous travaillons ensemble, nous nous écoutons, nous n'avons pas besoin d'un chef d'orchestre. Il suffit de s'écouter tout simplement. Et je pense que c'est une approche différente de l'orchestre où bien sûr on s'écoute, mais il y a quand même un métronome devant nous, si je puis dire. Prochain happy hour le 4 novembre à l'Auditorium Régnier 3. C'est souvent l'une des bêtes noires des élèves. À l'heure des messages instantanés, des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle, l'orthographe semble avoir perdu du terrain. Beaucoup de jeunes l'aperçoivent comme une contrainte ou un obstacle. Pourtant, maîtriser la langue reste essentiel pour s'exprimer, convaincre et surtout se faire comprendre. Honoré Bezelon est un passionné des mots et de la langue française et il est le fondateur d'Orthographique, un organisme de formation qui s'est donné pour mission de réconcilier les jeunes et moins jeunes avec l'orthographe à travers une approche innovante, bienveillante et ludique. C'est l'invité de ce journal. Il est interviewé par Christophe Paco. Bonsoir à vous. Bonsoir. Ravi de vous retrouver en tout cas pour parler d'écriture, parce que c'est évident qu'aujourd'hui, ma génération, on plaçait l'écriture toujours tout en haut. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui à l'école ou dans les métiers ? Alors, je pense pas qu'on le place tout en haut, mais ce qui est sûr, c'est que le niveau est tout en bas. Du coup, je pense qu'il y a un peu un décalage entre, je pense, les attentes et ce que le niveau des jeunes aujourd'hui peut fournir comme standard. Vous êtes fondateur d'un site qui s'appelle, même d'un institut de formation, qui s'appelle Orthographique. On va y revenir sur l'orthographe justement, parce que j'ai trouvé une faute dans ce que vous dites, parce que ça se termine par une lettre un peu bizarre. Aujourd'hui, est-ce que vous sentez quand même une demande de la part des jeunes générations ou des anciens qui sont peut-être en décalage pour réapprendre à écrire ou simplement se bonifier ? Alors, je pense qu'il y a une demande institutionnelle, donc c'est-à-dire il y a une demande de la part des écoles qui constatent, on va dire, une chute du niveau qui est due à plein de choses. Hein. Je pense à un niveau de l'éducation nationale en France qui a beaucoup baissé, le bac qui n'est plus un filtre comme avant. Il y a aussi les réseaux sociaux, l'explosion des écrits, on va dire format chat, qui contribuent à une baisse de niveau global. Et les institutions, donc l'école elle-même, les entreprises, l'administration publique qui réagit et qui se dit qu'il faut des initiatives comme celle de l'orthographique, on n'est pas les seuls, pour faire en sorte d'être capable de redresser le niveau. Donc on va dire que nos utilisateurs finaux sont ces jeunes dont on parle, mais les
clients, acheteurs sont ces institutions aujourd'hui. Ce qui veut dire que, quand je vous écoute attentivement, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quelque part, on écrit comme on parle? Exactement. Je pense que c'est ce qu'on peut dire. On écrit comme on parle, et je pense que l'intelligence artificielle, ChatGPT, etc., contribuent à ça, parce que vous parlez à l'IA comme vous vous adresseriez à un copain, et le rendu après est d'une qualité professionnelle. Donc on perd l'habitude effectivement d'écrire et de s'exprimer par soi-même. Ça veut dire que, est-ce qu'il faut reprendre de l'entraînement? Est-ce que c'est une mécanique? On dit souvent qu'en sport, par exemple, qu'il y a une mécanique du corps, il y a une mémoire du corps. Est-ce qu'on peut la faire rejaillir, cette mémoire, aujourd'hui, grâce à vous? 100%. Et exactement. Alors du coup, et c'est un peu ce sur quoi on a voulu insister et jouer, c'est, je pense qu'il faut déjà déstigmatiser la chute du niveau. C'est pas la nouvelle génération qui est moins intelligente que la précédente. C'est tout simplement que il y a une pratique qui est différente, et donc forcément, vous le dites très bien, l'entraînement doit être différent. On lit moins, on a un divertissement qui est plus intense, on a les réseaux sociaux, tout ça. Donc je pense que ce dont les jeunes ont besoin, c'est d'une plateforme qui leur ressemble et qui leur donne envie de pratiquer. Donc c'est ce que nous on essaye de faire avec toute une ergonomie, une plateforme. On joue avec les codes de la nouvelle génération pour lui faire en sorte de maîtriser à nouveau la manière de s'exprimer. Alors vous dites on n'est pas plus intelligent, moins intelligent quand on sait ou pas écrire, mais quand même à une époque ça situait sa classe sociale. Aujourd'hui, j'ai l'impression que votre génération c'est plutôt une stratégie d'évitement, si je peux me permettre. En aucun cas le niveau d'orthographe est lié au niveau de quotient intellectuel, mais par contre, en fait, la manière de s'exprimer renvoie ce qui peut l'image de l'intelligence, de mon intelligence. Et donc, on peut être très intelligent, mais avoir une expression très pauvre qui renvoie une image très bête. À mon époque, on jetait le CV s'il y avait des fautes d'orthographe. Donc, aujourd'hui, tout se joue à l'oral, c'est les concours d'éloquence? Exactement. Je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un qui envoie un CV avec une faute, c'est même pas symbolique d'un mauvais niveau, c'est symbolique d'une mauvaise utilisation de technologie et presque d'un je m'en foutisme. Parce qu'aujourd'hui, avec ChatGPT, un CV est corrigé en un instant. Mais tout va se jouer à l'oral. Et c'est là qu'on va observer une distinction, un peu comme celui qui met anglais bilingue sur son CV et qui après, en entretien, n'est pas capable d'aligner deux mots. En fait, il va y avoir la même dimension. Vous aurez des lettres de motivation super bien écrites, mais par contre, vous aurez quelqu'un à l'oral avec une certaine pauvreté de vocabulaire, une difficulté à exprimer ses idées de manière synchrone. Et donc, évidemment, sur ça, il faut aider les jeunes. Il faut leur donner des outils pour leur permettre de justement pouvoir s'imposer et pouvoir s'exprimer parfaitement. Le thème pour conclure notre entretien aujourd'hui, Honoré Besnon, c'était les jeunes fâchés avec l'orthographe. Il y a un moment où on fait encore des dictées quelque part. Il y a un moment où on se dit qu'il faut quand même bien savoir écrire. Et tout simplement, parce qu'on n'a pas parlé depuis le début, est-ce que je peux quand même ouvrir un livre un jour? Ou le lire sur une liseuse, si vous voulez. Il y a plein de manières de s'améliorer. Et il y a pas de secret, encore une fois, à lire, évidemment, des dictées, évidemment. Nous, on essaye de jouer avec les codes de la nouvelle génération qui ne sont pas forcément ceux de la lecture et de la dictée. Non pas qu'on est contre, et voilà, c'est juste que nous, on joue avec leurs codes. Et donc, on est plus sur un format application ludique, dynamique, instantané, avec aussi une dimension, une durée d'attention qui est plus faible chez la nouvelle génération. Donc, jouer avec leurs codes. Donc. Merci d'avoir été avec nous ce soir. En tout cas, on a bien compris que c'était pas aujourd'hui, maintenant, la dictée ou surtout l'orthographe n'était pas quelque chose d'impardonnable quand on faisait une faute, et qu'on a des moyens, des outils, évidemment, pour nous aider aujourd'hui avec tous ces moyens modernes, et qu'avec des formations comme la vôtre, on peut toujours avancer et enlever peut-être certains complexes à l'intérieur. On a bien noté. Merci mille fois, Honoré Besnon, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, merci à vous. Coup de projecteur à présent sur la section Jiu-Jitsu du Judo Club de Monaco. Depuis 2000, les passionnés d'arts martiaux peuvent pratiquer cette discipline au Stade Louis II. Quelles en sont les spécificités? Les explications de Frédéric Elion sur des images de Julien Laugier. C'est une discipline pratiquée à l'époque par les samouraïs et qui est aussi à l'origine de la création du judo. Le jiu-jitsu est un art martial ultra complet qui regroupe plusieurs techniques de combat. La partie 1, c'est la partie pied-point. Et on va dire c'est assimilé au karaté, c'est du semi-contact, donc on n'est pas le droit de mettre KO ou de blesser son partenaire, donc on vient le toucher, c'est des atémis et le but c'est de toucher sans se faire toucher. Ensuite après il y a la partie 2, la partie judo, dès qu'on a saisi son partenaire on n'a plus le droit de le frapper. Et à partir de là c'est les mêmes règles qu'au judo, on vient projeter, à la différence on a le droit à toutes les saisies dans les jambes. Et après ensuite au sol, on a le droit à immobiliser à la fois à plat ventre, alors que contrairement au judo, c'est que sur le dos. Et par contre, on a le droit de faire des clés de cheville, des clés de genoux. À Monaco, il est possible de pratiquer le jiu-jitsu, l'art de la souplesse, depuis 2000, où sous l'impulsion de Thierry Mathieu, 4 à 5 passionnés venaient s'entraîner au Stade Louis II. Aujourd'hui, Franck Vatan et Nicolas Sapti ont pris le relais, 2 entraîneurs diplômés qui alternent pour donner des cours aux 70 licenciés de la section jiu-jitsu.
Un groupe dynamique avec des pratiquants de tout niveau, filles, garçons, jeunes et moins jeunes, où l'entraide et le plaisir sont les maîtres mots. On est tout le temps là parce qu'on est une bande de copains. J'ai essayé, ça m'a plu et ça fait 15 ans que j'en fais. J'ai commencé vraiment débutant parce que j'en faisais pas du tout. Et je suis arrivé à la ceinture noire, donc grâce à Franck et à Thierry et toute l'équipe qui entoure. Donc c'est une satisfaction pour moi. Il y a du cardio, il y a la muscu, il y a tout. Il y a un peu de sport de combat, enfin c'est un sport de combat, mais je veux dire un peu de boxe, un peu de travail au sol, enfin il y a tout, c'est super complet. Il est possible également de pratiquer le Jiu-Jitsu contact où l'on va un peu plus appuyer ses coups, ainsi que la partie self-défense. Si vous voulez tester le Jiu-Jitsu, les entraînements ont lieu au Stade Louis II les lundis, mercredis et jeudis de midi à 13h30, ainsi que le mercredi soir de 18h30 à 20h. Ce beau résultat pour le cercle d'échecs de Monte-Carlo. Il a remporté la Coupe d'Europe féminine des clubs 2025 à Rhodes en Grèce du 18 au 26 octobre. Sous la direction de sa capitaine Almira Skripchenko, l'équipe monégasque a une nouvelle fois démontré son excellence, terminant invaincue au terme des 7 matchs de la compétition. Et avec ce nouveau triomphe, le cercle d'échecs de Monte-Carlo remporte sa 9e Coupe d'Europe féminine. Cette information pratique pour les parents, notamment d'élèves du collège Charles III. En février 2026, l'établissement adoptera un code vestimentaire standardisé obligatoire pour l'ensemble de ses élèves. Cette initiative s'inscrit dans la continuité du dispositif déjà mis en place dans les écoles élémentaires de la Principauté. Date limite de commande du pack de départ pour l'année scolaire 2025-2026, le 14 novembre. Passé cette date, aucun article ne pourra être commandé. Voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité dont je vous rappelle les 2 principaux titres. Le déplacement en Géorgie de la princesse Charlène qui est allée soutenir les jeunes rugbymen U16 de Monaco, actuellement en stage sur place, et la qualification de Valentin Vachereau pour les 8e de finale du Masters de tennis de Paris-Bercy. Dans un instant, la météo signée Sarah Inkari, puis un nouveau numéro d'Asphalte Rétro présenté par Vanessa Dessy. L'ancien pilote de Formule 1 Thierry Boutsen nous embarquera à bord d'un véhicule qui est entré dans la légende de l'automobile avec ses porte-papillons, notamment la Mercedes 300 SL. Les photos de fin d'édition ont été prises par Stéphane Dana aujourd'hui lors d'un exercice grandeur nature des sapeurs-pompiers. Nous y reviendrons largement demain soir à 19h. Passez une très belle soirée sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous. Demain à Monaco, petite accalmie après les averses de ce mercredi. Le matin, le ciel restera nuageux et l'air un peu humide, mais rien de bien méchant. Les températures seront douces, autour de 16 degrés. Au fil des heures, le soleil fera son grand retour. Le thermomètre affichera jusqu'à 18 degrés au meilleur de la journée. Et puisque nous serons le 30 octobre, nous fêterons la Sainte Bienvenue. Une belle occasion de souhaiter la bienvenue au retour des éclaircies. Voilà pour la météo. Très bonne soirée à tous. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.